Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. L'été est là, les beaux jours reviennent. Nous aurons bientôt l'apogée de lumière. C'est le 21 juin, si je ne me trompe pas. Donc ça s'approche. Alors, Alain, nous avons un défi ce soir, c'est que nous faisons une présentation un soir de mondial. Donc les gens doivent, on va voir si ça a un impact ou pas. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait le même public. Alors, dites-moi Ouais, un petit peu. c'est Bien, possible. on attend que tout le monde s'installe un petit peu. J'espère que tout le monde est bien installé. Tout d'abord, félicitations à tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver. Dites-moi un petit peu comme par habitude, dites-moi un petit peu d'où vous venez ce soir. Là, il y a Amélia qui nous dit bonsoir, du Québec. Ça fait toujours rêver d'avoir des gens du Québec, je trouve. Et du Maroc, encore la ville de Québec en plus, l'Algérie, la Provence, Villefranche-sur-Saône, Lyon, Montréal, la Touraine. Il, 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 fait il fait quel temps pour l'instant à Montréal et quelle heure est-il surtout à Montréal pour l'instant? Le Cantal, Nice, Fabienne nous dit Orléans. Dites-moi un petit peu 13h30, Quelqu'un de Jordanie 29 degrés. aussi. 13h30, 29 degrés. Mais moi, je suis jaloux. 13h33, extraordinaire. Chartres, Pays de la Loire, magnifique. Alors, pour commencer le webinaire et faire laisser tout le monde arriver tout doucement, j'ai une devinette pour vous. Alors, vous devez deviner ce que c'est. Je mens toute la nuit, pourtant c'est souvent ainsi que je dis la vérité. Qui suis-je? Alain, tu peux jouer aussi. Donc, je répète, je mens toute la nuit, pourtant c'est souvent ainsi que je dis la vérité. Qui suis-je? Moi, j'ai une petite idée, mais Eh bien voilà, Jessica a le trouvé. rêve. Il s'agit du rêve. Voilà, bravo à tous. Donc c'est je pense, une belle introduction. Tout d'abord, voilà, je pense que les gens ont eu le temps de s'installer petit à petit. Nous avons plus de 100 participants, donc je suis très heureux de vous accueillir ici avec Soel Formation, avec toute l'équipe. Nous avons, comme par habitude, la chance d'être ensemble ce soir et je vais vous présenter l'orateur. Il s'agit de Alain Héril. Alors Alain, comme je te présente souvent, cette fois-ci, j'ai fait une petite recherche et j'ai vu que le prénom Alain voulait dire petite roche, pierre forte, et ça veut dire beau et harmonieux aussi. Donc je trouve que ça te convainc, c'est vraiment tout à ton image. Je trouve une pierre forte et harmonieuse, c'est que pourrait-il dire d'autres finalement. Donc comme vous le savez tous, Alain Héril est écrivain, il est psychanalyste, il est psychopraticien. Il enseigne dans beaucoup d'endroits et il est surtout généreux parce qu'il partage son savoir tout d'abord. Et je trouve que c'est pour ça que je voulais te féliciter une fois de plus, Alain, parce que partager son savoir, c'est quelque chose de relativement rare. Et donc, merci encore une fois de travailler avec nous, avec l'Université de Valladolid, mais aussi avec Sowell Formation. Donc, Alain, ce soir, tu vas nous parler de trauma, de résistance et transfert, mais tu vas aborder un abord de psychanalyse. Bon, un domaine dans lequel je n'ai bien entendu, comme d'habitude, aucune compétence, mais c'est toujours une joie pour moi de t'écouter, de te présenter. Donc, je vais te céder la parole rapidement, parce que comme tu l'auras compris, je ne pourrai pas dire grand-chose de plus. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Bon, effectivement, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont présentes ici. Comme à l'habitude sur ces webinaires, je vais prendre un temps de présentation par rapport à notre thème de ce soir, en sachant bien sûr que cette présentation ne sera pas exhaustive parce que il y a plusieurs sujets à l'intérieur d'un même sujet, mais évidemment nous aurons un petit espace pour pouvoir dialoguer ensemble à travers voilà, un petit instant de questions-réponses. Euh, alors, pour commencer, déjà, je vais parler de la psychanalyse de manière un petit peu générale, parce que souvent, il
il y a un malentendu avec la psychanalyse, c'est que on confond la psychanalyse et Freud. Alors Freud, bien entendu, c'est le père de la psychanalyse, mais comme dans toute famille, le père n'est pas le représentant de toute la famille. Et donc Freud, oui, il est au démarrage de la psychanalyse, oui, il est le fer de lance, si je puis dire, de la psychanalyse, mais à partir de Freud, beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, beaucoup de propositions ont existé et qui vont dans des sens et dans des polarités très différentes. Donc, c'est important que je pose ça parce que sur la question du trauma, il y a effectivement beaucoup de malentendus entre le trauma et la psychanalyse, hein, que je vais essayer d'éclairer en essayant que ça soit le plus pertinent possible. Et donc, moi, ce que je dis souvent aux personnes qui m'interrogent et qui me disent comment je peux comprendre la psychanalyse, bien souvent la réponse que je fais, c'est acheter un livre sur l'histoire de la psychanalyse pour vous rendre compte que la psychanalyse, même si elle s'appuie sur les données freudiennes, que la psychanalyse, c'est une histoire qui a commencé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui continue encore à l'heure actuelle. Donc, il y a des grands noms, des grands piliers, Freud, mais aussi Ferenczi, Adler, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Winnicott, Dolto, voilà, la liste est longue. Mélanie Klein, la liste est longue et dans cette liste-là, il y a des propositions qui sont très, très, très différenciées. Donc, on pourrait presque à l'heure actuelle, non pas parler de la psychanalyse, mais des psychanalyses. Donc, et les grands fondements de l'approche psychanalytique, c'est d'une part la question de l'inconscient, bien entendu, c'est-à-dire le fait que les psychanalyses essayent de comprendre comment l'inconscient fonctionne et comment l'inconscient est un moteur émotionnel, relationnel, structurel, voire même un moteur que l'on peut regarder d'un point de vue systémique par rapport à l'organisation des structures, des familles, des États, des civilisations également. Et ça part du principe qu'on peut très bien refuser. Hein, c'est pas une vérité absolue. En tout cas, c'est une vérité relative sur laquelle la psychanalyse se fonde. C'est que nous avons à l'intérieur de nous une dimension qui s'appelle la dimension de l'inconsciente, qui agit sur nous sans que nous en ayons conscience, par essence même. Et que donc l'inconscient est une espèce de partie cachée de nous-mêmes qui néanmoins est continuellement en train d'agir sur nous. Et ça va agir comment? Ça va agir à travers nos pulsions, à travers nos rêves, à travers nos actes manqués, à travers nos lapsus, à travers notre sexualité, donc les fantasmes. Donc ça va agir sur des strates et des organisations de nos comportements qui la plupart du temps sont en train de nous échapper. Donc c'est là où il y a une espèce de situation un peu paradoxale, c'est que nous sommes ce que nous ne savons pas de nous. Et que, bien entendu, l'un des projets de la psychanalyse, c'est de mettre un maximum de conscience sur nos processus inconscients. C'est ça qui va être la base de la cure analytique. C'est d'essayer de comprendre, à partir des éléments du conscient, des éléments de la réalité, comment les soubassements de ce que nous sommes sont en action, en interaction sur le développement psychique, relationnel, émotionnel, sexuel de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc, c'est très général ce que je vous dis là, mais ça me paraît important de poser ça parce que ça laisse attendre que la psychanalyse, elle navigue dans des eaux qui sont un peu troubles et qu'il y a beaucoup de suppositions, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de concepts qui parfois se contredisent les uns les autres, mais en tout cas qui sont toujours dans cette espèce de recherche de mettre de la lumière sur nos zones d'ombre, de mettre de la lumière
sur des espaces de nous-mêmes que nous ne voyons pas et qui pourtant sont là. Il y a une métaphore qu'on peut utiliser, c'est la métaphore de tout ce qui est l'angle mort. Quand nous conduisons, il y a des angles morts. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la route que nous ne voyons pas, mais qui néanmoins existent. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses qu'elles n'existent pas, et ce n'est pas parce que nous n'avons pas le contrôle sur les choses que ces choses n'existent pas. Donc, la psychanalyse va essayer de travailler sur ces espaces-là pour essayer de comprendre. Donc, pour aborder la question du lien avec le trauma, il faut revenir au début de l'histoire de la psychanalyse, justement, et notamment au début du travail avec Freud. En fait, Freud, lorsque le terme de psychanalyse n'existait pas encore, Freud a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. C'est la rencontre qu'il a fait avec Charcot, et notamment quand il est venu à Paris et qu'il a vu le travail de Charcot à la Salpêtrière avec ces femmes qu'on appelait les hystériques à l'époque. Et donc, l'hystérie est quelque chose qu'on ne voit plus à l'heure actuelle, en tout cas dans l'espace commun. C'était des femmes qui qui avaient des aphasies brutales, qui avaient des pertes de connaissances, qui avaient des paralysies, qui avaient des symptômes corporels qui étaient extrêmement invalidants et par rapport auxquels il n'y avait aucune explication. Et ça se situe à la fin du 19e siècle. On sait que dans l'époque victorienne anglaise, donc de cette fin du 19e siècle, dans la haute bourgeoisie, 3 femmes sur 4 souffraient d'hystérie, avec des degrés plus ou moins importants. Donc l'hystérie était une espèce de maladie, d'un ensemble de symptômes extrêmement préoccupants. Et le travail de Charcot a été d'aborder ces femmes, de les mettre sous hypnose et de montrer que sous hypnose, les symptômes disparaissaient et qu'ils pouvaient même faire réapparaître les symptômes sous hypnose. Donc, ces grandes messes que Charcot organisait à la Salpêtrière montraient qu'il n'y avait aucune source organique à l'hystérie et que donc l'hystérie était quelque chose qui n'était pas de l'ordre d'une maladie dans le sens premier du terme, mais d'un ensemble de symptômes à caractère psychique qu'on n'expliquait pas à l'époque. Et quand Freud a assisté à ces moments-là, il est resté un petit peu stupéfait parce que pour lui, c'était la preuve de l'inconscient. C'était la preuve que il y avait quelque chose d'inconscient qui se manifestait dans le corps de ces femmes. Et d'ailleurs, le terme hystérie, c'est la même racine qu'utérus. Hein. Donc, on parlait de maladie de femme. Et d'ailleurs, on a bien compris assez rapidement qu'il y avait une dimension sexuelle dans la problématique de l'hystérie, qu'il y avait dans les expressions hystériques quelque chose de très sexualisé, et d'ailleurs qui attirait beaucoup les hommes, qui venaient voir ces corps de femmes dans des positions convulsives, qui étaient interprétées pour certains comme étant des positions un peu lascives, très érotiques, très sexuelles. Donc quelque chose s'exprimait d'une problématique sexuelle à travers le corps des femmes. Et d'ailleurs, un médecin de l'époque, le docteur Baker Brown, fort de ça, avait préconisé un remède pour lutter contre l'hystérie, qui est un remède assez radical qui s'appelle l'excision. Donc, on a excisé des femmes hystériques à la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 30. Donc, l'excision n'est pas simplement qu'une pratique tribale que l'on trouve dans certains pays d'Afrique, en Ouganda, en Égypte ou ailleurs. Ça a été pratiqué en Occident par rapport aux femmes hystériques. Et donc, quel est le rapport avec le trauma? C'est là que Freud intervient et que Freud se dit j'ai envie de travailler avec ces femmes-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça raconte. Et donc, et c'est là que Freud a inventé la psychosomatique. C'est-à-dire que Freud a inventé le fait, avec Joseph Breuer, parce qu'au début il travaillait à deux là-dessus,
avec le fameux livre Études sur l'hystérie, qui a été publié en 1897. Et donc Freud, lorsqu'il a travaillé avec ces femmes-là, a avancé l'idée qu'en fait, le corps de ces femmes racontait une problématique psychique. Et que donc le corps, le soma, c'est la racine grecque, que le soma racontait quelque chose de l'ordre du psychisme. Et que donc un psychisme qui est en difficulté, une organisation psychique en difficulté, va être raconté par le corps. Donc d'où le terme psychosomatique. Et donc, lorsque Freud vient sur ce terrain-là, eh bien, il se dit, le corps des femmes raconte quelque chose de l'ordre d'une blessure psychique, relationnelle, émotionnelle, qui n'a pas pu s'exprimer par la parole. Et donc, et avec cette phrase que l'on reprend à l'heure actuelle, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais ça va s'imprimer où? Ça va s'imprimer dans le corps. Et donc Freud, dans le travail qu'il fait avec Joseph Breuer et avec les premières patientes de la psychanalyse, Amy von Haen, Anna O, donc ils sont bien sûr des noms d'emprunt qui ont été donnés par Freud et Breuer. En fait, Freud va très rapidement avancer l'idée que l'hystérie est liée à un trauma. Et que ces femmes ont été traumatisées, notamment dans l'enfance et la petite enfance, et que leur corps raconte le trauma qu'elles ont vécu. Et très rapidement, Freud vient à l'idée que c'est un trauma à caractère sexuel, et très rapidement, Freud en vient à l'idée que ce trauma est un trauma incestueux. Et donc, très rapidement, Freud avance l'idée que ces femmes qui souffrent d'hystérie ont été incestées, et notamment incestées par leur père. Donc, ça, c'est la première idée de Freud, ce que Freud a appelé sa neurotica. Et donc, Freud va, à ce moment-là, être l'un des premiers à réfléchir à l'inscription du trauma sur le corps, à comment le corps raconte quelque chose que l'esprit a oublié, que le psychisme a oublié, et que Freud va commencer à bâtir les premiers édifices de l'amnésie traumatique, de comment le trauma se raconte dans le corps, mais se raconte pas à un autre endroit, et comment en écoutant et en accompagnant les résidus du trauma à travers l'expression somatique, on peut retrouver effectivement un trauma initial, et qui pour Freud est un trauma à caractère sexuel. Donc Freud, il est sur ce terrain-là au début, et très rapidement, il va laisser tomber cette idée. Et c'est là où il y a un malentendu avec le trauma et la psychanalyse, c'est que Freud va dire à un moment donné, non, 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 c'est pas du tout un problème incestueux, c'est le fantasme de l'inceste chez ces femmes qui crée le trauma. Et là, Freud va faire en sorte de dédouaner les pères, parce que Freud dit, et ça on le retrouve dans ses lettres, dans sa correspondance, Freud dit c'est pas possible qu'il y ait autant de pères qui incestent leurs filles, et c'est pas possible que ça prenne ces proportions-là. Donc il va être plutôt du côté du fantasme. Donc il va laisser tomber l'idée première d'un traumatisme inscrit sur le corps des femmes. Ce qui va faire beaucoup de dégâts, parce que de fait, ça va placer l'hystérie féminine dans une espèce de fantasmatique incestueuse qui vont placer les femmes hystériques du côté des folles, du côté de celles qui exagèrent, du côté de celles qui manifestent dans leur corps quelque chose qui est de l'ordre d'un trop, mais d'un trop fantasmé, et presque avec l'idée d'un trop voulu par rapport à ces femmes. On sait maintenant que lorsque Freud a laissé tomber cette idée, c'est suite aussi à la mort de son père. Et on sait maintenant, je ne vais pas développer ça, mais on a les lettres de Freud sur ce terrain-là. On sait maintenant, et quand je dis maintenant, c'est depuis quoi, 6-7 ans, notamment au travers du travail de Bruno Clavier, on sait maintenant que Freud a été lui-même incesté par son père, lui et son frère, et avec un père qui obligeait Freud et ses enfants à leur faire des fellations. Donc c'est intéressant, si je puis dire,
de voir que Freud est mort d'un cancer à la mâchoire, que Freud, toute sa vie, a continué à fumer le cigare, comme s'il y avait dans cette représentation métaphorique-là une représentation de ce que le père de Freud lui a fait subir. Donc Freud va dédouaner les pères pour dédouaner son père à lui, pour ne pas regarder ça. Donc la question du trauma, même si Freud, dans un autre cas, va un petit peu l'aborder, avec le cas Emma, dans Freud va mettre le trauma de côté pour plutôt s'orienter vers le fantasme traumatique. Et donc ça lui a été beaucoup reproché, mais je pense qu'il faut aussi voir qu'est-ce que ça racontait de son histoire à lui. Et donc en fait, la question du trauma, elle va revenir dans la psychanalyse et elle va revenir notamment à travers l'œuvre de Sándor Ferenczi. Et Ferenczi est un psychanalyste un petit peu oublié de la psychanalyse, qui était un ami de Freud, très proche de Freud, faisant partie de la garde rapprochée de Freud. D'ailleurs, Ferenczi a été choisi par Freud pour aller avec lui en Amérique, avec Carl Gustav Jung, Max Ettington, Ernst Jones. Et en fait, Ferenczi est revenu sur la question du trauma. Et Ferenczi est revenu sur la question de trauma, notamment par rapport à une contribution qu'il appelle donc confusion des langues entre les enfants et les adultes. Et là, Ferenczi va mettre les pieds dans le plat. Et Ferenczi va de manière très précise parler de l'inceste, du psychotraumatisme sexuel, et notamment du psychotraumatisme sexuel des adultes sur les enfants. Et le discours de Ferenczi, c'est de dire que, donc je fais très schématiquement, parce que le livre de Ferenczi, qui est d'ailleurs un tout petit bouquin, est très complet et très étayé sur ce terrain-là. Mais ce que dit Ferenczi, c'est que l'enfant a un langage qui lui est propre. C'est un langage qui est le langage de la sensorialité et de la sensualité. Et que dans les situations traumatiques, du trauma sexuel, l'adulte va lui répondre par un langage qui est un langage sexuel. L'enfant parle la sensualité, l'adulte répond par la sexualité. Et donc, c'est là qu'il y a confusion des langues, d'où le titre de l'ouvrage de Ferenczi. Et donc, de fait, Ferenczi dit que l'enfant est pris dans l'emprise de l'adulte qui lui impose un langage qui n'est pas le sien. Et donc, et d'ailleurs, souvent, la défense de certaines personnes, c'est de dire, mais cet enfant m'a séduit, a tenté de me séduire, m'a renvoyé un langage sensuel ou sensoriel, alors que l'enfant n'envoie pas un langage sexuel, que la réponse, elle est sexuelle, alors que la question, si je puis dire, elle est sur un autre registre. Et Ferenczi va aussi développer l'idée que pour que l'enfant puisse donner du sens à cet insensé-là, que l'enfant va développer ce que Ferenczi appelait une identification à l'agresseur. Et que l'enfant va se dire, bah, si l'agresseur me fait ça, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Et que donc cette raison, je ne la connais pas, je n'y ai pas accès, mais elle doit exister. Donc de fait, l'enfant va accepter la proposition d'adulte pour essayer de donner du sens à l'insensé. Et que donc dans cette identification à l'agresseur, ce qu'on traduit maintenant par le syndrome de Stockholm, mais qui est une proposition théorique au départ de Ferenczi, et ça date des années 20-30. Et donc l'approche de Ferenczi est une approche aussi qui apporte une idée qui est très présente dans l'œuvre de Ferenczi, c'est l'idée de l'enfance. C'est-à-dire que Ferenczi dit qu'à l'intérieur de nous, il y a une partie qui s'appelle l'enfance. L'enfance, ça veut dire enfant en latin. C'est l'enfant avant 3 ans. Et c'est comment, lorsqu'il y a agression sexuelle, lorsqu'il y a trauma sexuel, en fait, c'est comme s'il y avait, de la part de l'adulte, une tentative de meurtre de l'enfance. Comme si l'adulte voulait détruire cette partie généreuse, toujours en adhésion, toujours qui dit oui chez l'enfant, toujours enthousiaste, et que l'adulte veut détruire cette partie-là chez l'enfant
parce qu'elle a été détruite pas chez lui, mais ce qui n'est pas, bien sûr, ce qui ne dédouane pas l'agresseur, mais que cette dimension de l'enfance, Ferenczi dit que le travail que nous avons à faire en tant que thérapeute sur ces terrains-là, c'est d'aider le patient devenu adulte à retrouver cette part d'enfance et à lui redonner sa juste place. Et grosso modo, de passer de la défiance à la confiance, hein, et de retrouver cette confiance, confiance en l'autre, mais confiance aussi en soi-même. Et Ferenczi parle dans ses écrits de dissociation, de figement, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans la littérature actuelle autour du trauma est déjà présent chez Ferenczi. Donc, et Ferenczi, c'est le champ de la psychanalyse. Donc, le rapport au trauma, c'est pas chez Freud. Freud l'a édulcoré, c'est chez Ferenczi qu'on va le trouver. Et en même temps, ce que dit Ferenczi, c'est qu'on ne peut pas travailler les traces traumatiques dans le corps de l'adulte qui autrefois fut enfant si on ne travaille pas justement la dimension corporelle. Et c'est là où Ferenczi va rejoindre les propositions de Wilhelm Reich. Et Wilhelm Reich, qui est à la fois dans le champ de la psychanalyse et hors du champ de la psychanalyse, Wilhelm Reich, c'est une proposition de psychanalyse psychocorporelle. C'est une proposition d'aller chercher l'inconscient dans les manifestations corporelles à travers des exercices corporels très précis. C'est toute la base de la bioénergie, mais c'est toute la base aussi de la neurovégétothérapie. Derrière ce que Reich a appelé les cuirasses caractérielles et le fait que quelqu'un qui va subir un trauma va devenir cuirassé, cuirassé dans son corps, cuirassé à certains endroits du corps, verrouillé, et que le travail de la psychanalyse, de cette psychocorporalité psychanalytique, c'est justement d'amener une proposition et une possibilité de déverrouillage sur ce terrain-là. Et donc, Ferenczi va dans le sens de dire que ce qui peut nous permettre de déverrouiller la cuirasse, ça va passer aussi par la recirculation de la libido. C'est pour ça que Ferenczi, on le retrouve, que Reich, pardon, on le retrouve beaucoup cité dans les approches psychocorporelles telles elles ont émergé en Occident au milieu des années 60. Et par exemple, pour les personnes qui font du tantra, tout ce qui est de l'ordre des méditations actives d'Osho, c'est largement puisé dans le travail de Wilhelm Reich. Donc la psychanalyse, elle est à la fois au cœur du trauma et en même temps elle est à côté, comme chez Freud. Mais la résistance, elle est chez Freud, bien entendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce que Freud a libéré, c'est la parole, c'est le discours autour des éléments traumatiques. Mais c'est pas Freud qui a décidé ça. C'est les patientes de Freud qui ont exigé à un moment donné que Freud se taise. Parce que Freud parlait beaucoup. Freud, je vous le rappelle, était hypnothérapeute au départ, magnétiseur. Il faisait des passes magnétiques, il utilisait l'hypnose. Et à un moment donné, les patientes de Freud, ces hystériques du début, ont demandé à Freud de se taire pour laisser la place à la parole. Donc l'apport de Freud a été la possibilité de laisser cette parole féminine se dire, s'entendre à un endroit, et non pas être représentée, être utilisée tel que Charcot a pu le faire. Mais en même temps, Freud s'est arrêté en mi-chemin. Mais c'est Ferenczi qui a continué, c'est Reich qui a continué sur le terrain du trauma, pour justement ouvrir le champ à la possibilité d'accompagnement du trauma. Donc, ce qui modifie beaucoup de choses d'un point de vue psychopathologique, parce que ce que va apporter Ferenczi, c'est comment le traumatisme se retrouve dans le transfert, dans le contre-transfert, dans les résistances du patient, dans les résistances du thérapeute aussi. Et c'est comment, en fait, et ça c'est présent chez Ferenczi, c'est-à-dire c'est comment en fait l'outil principal du psychanalyste, mais de tout thérapeute, c'est la qualité relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la psychanalyse et des approches non psychanalytiques, de toute manière, un thérapeute, c'est un être de relation, et que, comme dit Irving Yalom,
ce grand thérapeute, comme dit Irving Yalom, ce qui guérit avant toute chose, ce n'est pas le protocole, c'est la relation. Et que justement, par rapport au trauma, mais par rapport à d'autres éléments psychosomatiques, de douleurs corporelles, de difficultés corporelles, euh, c'est l'écoute, c'est la présence qui vont aider le patient, qui va en fait trouver chez le thérapeute une approche, un cadre qu'il ne peut pas trouver ailleurs et qui va lui permettre justement de libérer la circulation d'un certain nombre d'énergies qui sont coincées à l'intérieur de lui. Et pour terminer sur ce terrain-là et pour revenir à l'enfance, euh, il y a une série très célèbre qui est une série justement de meurtres de l'enfance. Ça s'appelle Squid Game. Et Squid Game, qui est une série sud-coréenne, joue justement là-dessus, sur le fait de mettre des adultes dans un monde d'enfants pour pouvoir les martyriser, les tuer et les sacrifier. Et que donc, tous ces éléments-là, chez Ferenczi, chez Reich, nous permettent de comprendre comment le système pervers s'installe et comment le trauma s'installe aussi et donner des pistes de résolution du trauma à travers la qualité relationnelle, la présence du thérapeute, qui sera cette personne-là qui ne profitera pas de la vulnérabilité du patient pour pouvoir profiter de lui, le manipuler et l'entraîner dans un système d'emprise. Donc, euh, donc voilà, dans les grandes lignes, je vais laisser la place à la possibilité de dialogue entre nous, mais en tout cas, la, la, la question du trauma en psychanalyse, elle est présente, et je répète qu'il y a un malentendu, mais qui est plus lié à Freud qu'à la psychanalyse en règle générale. Et, euh, la psychanalyse n'est pas un lieu où le corps n'est pas présent. Le corps est très présent chez Reich, il est très présent chez Joyce McDougall, il est très présent chez beaucoup de grands auteurs de la psychanalyse. Et je pense que justement, à l'heure actuelle, où on se rend compte à quel point, dans les travaux modernes, Peter Levine, notamment, et d'autres, David Berceli, tous les grands penseurs du trauma à l'heure actuelle, qui ne sont pas psychanalystes, de se rendre compte que la question du corps dans le trauma, comme la question du corps dans l'approche psychothérapeutique en règle générale, elle est centrale et que donc, mais que le corps n'a pas été mis de côté par la psychanalyse. Il est présent, mais il est présent sous une forme qui est peut-être une forme indirecte, même si chez Reich, il y a vraiment une question qui est vraiment très directe. Oui, oui, bien sûr, il y a Gabor Maté, je ne peux pas tous les citer, tous ces penseurs du trauma à l'heure actuelle, mais je pense que c'est important de ne pas être dans des systèmes d'opposition systématique entre les approches thérapeutiques, mais plutôt d'aller voir à quel endroit tout ça est en correspondance, en dialogue, et comment l'ensemble peut créer du sens. Moi, je suis un grand adepte de l'approche intégrative. Hein. Moi, mon orientation psychanalytique, c'est la psychanalyse intégrative, de manière à essayer de comprendre comment la psychanalyse peut dialoguer avec les neurosciences, comment la psychanalyse peut dialoguer avec la gestalt thérapie, avec les TCC. Voilà, ce ne sont pas des systèmes ennemis, ce sont simplement des tentatives d'arriver à comprendre comment nous nous organisons en tant qu'être humain, si ce n'est que la psychanalyse elle prend en compte la dimension de l'inconscient, comme je citais au début, et je dirais même la dimension des inconscients, hein, puisque nous n'avons pas qu'un seul inconscient. Il y a un inconscient individuel, un inconscient collectif, un inconscient archaïque, un inconscient quantique. Voilà, la liste est longue, et que c'est ça qui va être en jeu. Donc, je vais m'arrêter là avant de repartir sur un autre sujet et voir effectivement si, à travers vos questions, il y a des choses que je peux préciser un petit peu plus. En tout cas, merci de m'avoir écouté dans ce bref exposé. Merci beaucoup, Alain.
Avant d'aborder les questions des participants, je te propose peut-être de représenter brièvement le prochain diplôme de psychopathologie qui commence le 12 octobre 2026 avec toi, que tu coordonnes et dont finalement tu es le tuteur et le responsable scientifique. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ce diplôme qui est organisé en ligne, donc en association avec l'Université de Valladolid, Miguel de Cervantes de Valladolid, et aussi peut-être parler de l'équipe qui t'accompagne pour cette magnifique aventure. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce diplôme universitaire européen de psychopathologie, ben, l'idée, c'est de présenter déjà une psychopathologie vivante et humaniste. C'est-à-dire que, bien sûr, on aborde, comme dans toute approche psychopathologique, la question des structures, qu'est-ce que c'est que les névroses, les psychoses, les états limites, les troubles du spectre autistique, euh, les perversions, les paraphilies, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la psychopathologie s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement chez un être humain et comment on peut essayer de comprendre ces types de dysfonctionnements. Donc on aborde les dysfonctionnements psychiques, relationnels, émotionnels de nos contemporains et puis de nous-mêmes, puisque évidemment ça concerne tout le monde. Euh, Moi, ce que j'ai voulu, c'est faire en sorte que cette formation, elle soit proposée de la manière la plus vivante possible. Donc, il y a des cas cliniques qui sont enregistrés en vidéo. Donc, je travaille avec des comédiens qui incarnent des patients à partir de cas cliniques réels pour illustrer ce qui est montré de manière théorique. Donc, par exemple, la névrose obsessionnelle, elle est développée d'un point de vue tout à fait théorique. Vous avez une vidéo avec quelqu'un qui souffre de névrose obsessionnelle pour mieux comprendre effectivement de manière sensible ce dont on parle. Et donc, dans ce parcours, ben, je suis accompagné par plusieurs personnes, des personnes qui ont enregistré les cours, les cas cliniques. Donc, il y a les comédiens dont j'ai parlé. Il y a 5 comédiens qui sont, 6 même, qui sont présents. Il y a Muriel Schmitt, qui intervient aussi sur tout le volet des troubles de la personnalité. Donc là, qui a 4 jours en visio qui sont directement proposés par Muriel Schmitt. Et puis, il y a des webinaires voilà, où on fait les points ensemble. Voilà, parce que mon souci, c'est que pour les personnes qui ne sont pas habituées au discours psychopathologique, c'est que ce discours soit le plus clair possible, le plus intégré possible. Donc, on a des moments, des espaces pour pouvoir en discuter ensemble et dialoguer ensemble autour de ça. Donc, le programme complet, vous le trouverez facilement sur le site de Sowell Formation. Mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est vraiment l'état d'esprit, qui est vraiment un état d'esprit qui n'est pas simplement, qui serait pas forcément essentiellement psychiatrique dans le sens descriptif du terme. C'est aussi quelque chose qu'on inscrit sur un terrain qui est dynamique, donc une tentative de compréhension des organisations psychiques et en même temps une tentative de compréhension de comment on peut accompagner ça avec nos patients et les aider à retrouver un équilibre psychique qui soit le plus agréable et le plus performant possible pour eux. Merci beaucoup Alain pour cette magnifique description. Je n'aurais pas dit mieux, comme tu peux te rendre compte. Euh, T'as coupé ton micro? je parlais tout seul, donc ça m'arrive de temps en temps, mais en général, je ne le fais pas devant tout le monde. Je dis merci beaucoup Alain pour cette description et j'ajoutais, je n'aurais pas fait mieux. Donc, voici donc des petites questions. Euh, alors, je vais essayer de les donner dans l'ordre. Dans votre, et probablement de ce fait dans le désordre logique, dans votre pratique, comment aborder la prise en charge d'un adulte ayant subi une agression séquelle durant l'enfance? Je suppose comment, oui, comment abordez-vous
la prise en charge d'un adulte ayant subi une agression séquelle durant l'enfance? Ben, c'est-à-dire qu'on va, je peux faire qu'une réponse très générale, bien entendu, parce que la première chose, c'est déjà de replacer ça dans l'histoire de la personne. C'est-à-dire que chaque histoire est singulière, chaque aventure humaine est particulière, et déjà de replacer ça dans l'histoire. À quel moment ça s'est situé, quel âge avait la personne, quelle personne l'a agressé sexuellement, voilà. Et on va travailler sur les empreintes de l'abus sur la personne. Ces empreintes, elles vont être sur un terrain émotionnel, sur un terrain corporel, sur un terrain relationnel, mais elles vont jouer aussi sur la sexualité de la personne. Donc, quels symptômes sexuels ça a mis en place, qui serait la résurgence de cet abus, comment ce symptôme il s'organise et comment on peut effectivement essayer de comprendre les traces de l'abus dans le comportement. Et si on travaille avec la dimension de l'inconscient, de voir aussi comment euh, la, la, le vécu qui a été éventuellement mis de côté, démémorisé, comment le vécu traumatique, on peut le retrouver à travers les rêves, à travers les comportements sexuels, à travers les fantasmes, à travers un certain nombre d'éléments. Donc, on va travailler sur tous ces axes-là, en sachant que il est évident que sur le terrain de l'abus, donc sur le terrain du trauma, du psychotraumatisme sexuel, on ne va pas mettre le corps de côté. Donc, moi, en tant que psychanalyste, je peux travailler avec le corps. On peut interroger le corps, on peut parler du corps, on peut dire quelque chose de son corps. Mais à un moment donné, il peut y avoir nécessité aussi d'avoir un travail directement en lien avec le corps. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des patients et des patientes travailler avec des personnes qui peuvent pratiquer le massage thérapeutique, qui peuvent pratiquer de la bioénergie, qui peuvent pratiquer des éléments plus directement corporels, c'est-à-dire pour revenir en amitié avec son corps. Voilà, la méthode Feldenkrais, à toutes ces approches-là que moi je ne pratique pas dans mon cabinet, mais que je vais proposer aux patients de pratiquer avec un confrère ou une consoeur. Donc, l'approche intégrative dont je parlais tout à l'heure, c'est une approche qui est aussi pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ça part du Mhm. principe qu'il n'y a pas une seule approche qui serait la bonne, la seule, l'unique pour aider un patient. Donc, moi, j'ai toujours travaillé en réseau euh, parce que je pars du principe qu'on est plus intelligent collectivement. Magnifique, merci beaucoup. Alors, je vais te poser la question suivante. Euh, la question de Georgia d'abord. Est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller sur l'histoire de la psychanalyse? Alors, il doit y avoir des ouvrages qui existent et qui sont voilà, histoire de la psychanalyse. Pour être vraiment sur les basiques, il y a quelqu'un que les psychanalystes n'aiment pas beaucoup, mais qui me paraît très intéressant, c'est Pierre Daco, D-A-C-O. Et Pierre Daco a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation. Alors, c'est pas l'histoire de la psychanalyse, mais c'est par exemple les 25 livres clés de la psychanalyse, les grands courants de pensée de la psychanalyse. Et Pierre Daco, comme Pascal Marsan, M-A-R-S-A-N, sont des personnes qui ont beaucoup vulgarisé à travers les livres, à travers la chronologie de la psychanalyse, voilà, de manière très simple, très, à mon avis, une vulgarisation très intelligente et qui permet de voir et de saisir voilà la multiplicité des approches en psychanalyse et comment cette multiplicité d'approches ben, elle fait toute la richesse des mondes psychanalytiques. Euh, alors il y a un livre, je suis désolé, mais vous devriez trouver facilement, dont j'oublie l'auteur, qui s'appelle La psychanalyse après Freud et qui montre aussi comment la psychanalyse s'est organisée autour de ça. Et puis, il y a un sujet qui, pour moi, est très sensible, c'est la question des femmes psychanalystes, parce que, comme vous le remarquerez, la psychanalyse, c'est surtout une affaire d'hommes au départ, et qu'il y a des pensées féminines de la psychanalyse qui sont des pensées absolument remarquables, et qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits,
sur les femmes et la psychanalyse, mais non pas les patientes. Voilà. L'une des grandes psychanalystes de l'histoire, c'est Lou Andréas Salomé. Et Lou Andréas Salomé, on la cite très peu comme étant une psychanalyste. Sabina Spielrein, qui était une patiente de Jung, qui était aussi sa maîtresse, qui était une patiente de Freud et qui était une très grande psychanalyste. Voilà. Alors bien sûr, il y a, il y a aussi des personnes connues, Dolto, Mélanie Klein, Anna Freud, bien sûr, Joyce McDougall, mais voilà, Daco, Pascal Marsan, voilà, tous ces livres-là. Il y a la psychanalyse pour les nuls est pas mal aussi. Hein. C'est assez bien fait. Il y a une petite histoire de la psychanalyse aussi dedans. Parfait. J'ai vu passer juste dans le chat quelqu'un qui parle de l'hypothèse que Freud aurait été abusé par son père. C'est pas une hypothèse. C'est dit très clairement par Freud dans une de ses lettres. Freud le dit très clairement. Donc, c'est pas du tout de l'hypothèse ni de l'interprétation. La seule chose, c'est qu'il y a un certain nombre de lettres de Freud qui ne sont parvenues très, très, très longtemps après. Il faut pas oublier que la correspondance de Freud n'était pas faite pour être publiée. Donc, Freud parle de Mhm. lui de manière très intime, dans les lettres à Pfister, par exemple, dans les lettres à Ferenczi. Voilà, il y a une correspondance monumentale, mais c'est pas une hypothèse. Freud dit très clairement ce que son père a fait à son frère. C'est donc c'est Parfait. pas de l'ordre de l'interprétation. Alors, je passe à la question suivante. Euh, je suis désolé si j'estropie certaines questions. Euh, alors, et cette dimension traumatique, comment peut-elle se rejouer dans la relation thérapeutique? Sous quelle forme? Il me semble que l'écoute que la thérapeute peut apporter à son propre corps en relation avec son patient peut être une véritable modalité de travail autour du trauma. Oui, mais tout est dit dans la question. Hein. La question apporte elle-même la réponse. Effectivement, quand on travaille en psychanalyse, mais il n'y a pas qu'en psychanalyse qu'on utilise ces biais-là, à partir du moment où on travaille avec les registres de l'inconscient, le thérapeute, il va avoir des impacts corporels de la problématique du patient. C'est-à-dire que ça, on le sait très bien. Vous avez un patient, vous faites une séance, le patient s'en va, vous avez mal à la tête, vous comprenez pas pourquoi, vous avez envie de vomir, vous chancelez, voilà. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en psychanalyse les mauvais objets. C'est-à-dire c'est comment le patient va mettre chez le thérapeute dans les liens Mhm. d'inconscient à inconscient les problématiques qui sont les siennes. Et parfois le meilleur moyen de savoir où en est un patient dans son travail thérapeutique, c'est de voir qu'est-ce que l'on ressent en tant que thérapeute. C'est-à-dire comme si ce que le patient avait transféré sur le thérapeute était une indication des modalités symptomatologiques de son patient. Donc le travail en psychanalyse, mais à mon sens en psychothérapie en général, c'est pas de se Mhm. prémunir, c'est pas de mettre en place des éléments pour se préserver du patient, c'est au contraire d'ouvrir un maximum l'espace pour que le patient vienne déposer chez le thérapeute ses mauvais objets, ses affects difficiles, pour que le thérapeute puisse ainsi en avoir conscience à travers, oui, des choses qui passent par de l'invisible, par du non-dit, par de l'inconscient. Hein, c'est ça qui est en jeu. Et quand on est thérapeute et qu'on commence à avoir un petit peu de bouteille, on s'aperçoit bien à quel moment les sensations, les perceptions, les émotions que l'on a, qu'est-ce qui nous appartient en tant que thérapeute et qu'est-ce qui appartient à l'autre. On arrive à faire le distinguo. Donc le trauma du patient, il s'inscrit aussi sous forme émotionnelle dans le corps du thérapeute. Merci beaucoup. Alors, encore une question très technique. Comment comprendre le concept lacanien de jouissance dans la clinique des psychotraumas sexuels? Ben, c'est-à-dire que, alors là, c'est une question très très technique. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. C'est-à-dire que euh, quand Lacan parle de jouissance, il faut bien comprendre que la jouissance n'a rien à voir avec le plaisir. Que le concept de jouissance chez Lacan, c'est un au-delà du plaisir. C'est-à-dire c'est quelque chose qui met dans un état qui n'est pas un état plaisant, c'est-à-dire qui ne sécrète pas de la dopamine, par exemple, mais qui emmène à un autre endroit. Donc il y a
une dimension qui peut être quasi extatique dans la dimension de la jouissance. Et d'ailleurs, Lacan, quand il parle de jouissance, il dit que c'est quelque chose qui permet de saisir le sens des choses. Voilà, c'est comment j'entends le sens, comment jouit le sens. Donc, Mhm. dans cette dimension-là très lacanienne, en fait, dans le trauma, il y a quelque chose qui va mettre la personne traumatisée dans une sphère de ressenti qui est au-delà du commun, qui est au-delà de l'admissible, qui est au-delà du compréhensible. Et dans cette dimension-là, de jouissance très particulière, euh, il y a quelque chose qui parfois empêche même de travailler sur le trauma, parce que ça pose une espèce de circonstance un peu extrême, et en même temps, chez certains patients qui ont été traumatisés, la dimension de la jouissance est un refuge aussi pour échapper au trauma. On a ça beaucoup avec les grandes mystiques du Moyen Âge, Sainte Thérèse d'Avila, Angèle de Foligno, Sainte Thérèse de Lisieux. C'est-à-dire, relisez leurs textes, vous verrez que bien souvent, vous allez retrouver les traces du trauma, mais qui ont été magnifiés, sublimés dans un élément de jouissance qui est un au-delà du plaisir ressenti dans le lien dont elle parle avec Dieu. Et en général, c'est pas avec Dieu que ça se passe, c'est avec Jésus. Hein. Donc, c'est pas avec le Père, c'est avec le Fils. Je peux pas être Alors, plus clair que ça par rapport à bah, c'est sinon ça va nous amener sur des terrains un peu trop techniques. c'est déjà magnifique. Il y a aussi une question qui demande, ça c'est plus technique sur le diplôme. Il y a deux questions sur les DU d'ailleurs. La première c'est, peux-tu repréciser que les diplômes se font bien de façon distancielle et le Oui. rythme d'apprentissage? Donc, peux-tu le réexpliquer parce qu'apparemment la personne n'a pas bien compris la Bah, c'est-à-dire modalité que de... oui, c'est-à-dire qu'en général, mais c'est comme l'ensemble des diplômes universitaires, c'est-à-dire qu'on est sur un temps de 9 mois à peu près, donc le temps d'une gestation. Hein. Quelle que soit la date de DU, de début du DU, il va y avoir 9 mois à l'intérieur duquel il y aura un apprentissage qui sera proposé. Donc c'est par module, c'est-à-dire que vous recevez le premier module, vous avez le temps de pouvoir intégrer ce module. À la fin du module, vous avez un QCM qui est présent, et puis ensuite on passe au deuxième module, et on avance comme ça. Si ce n'est que c'est une avancée collective, c'est que vous avancez par promotion. Donc c'est pas au rythme de chacun, c'est au rythme de la promo. Voilà. Et à l'arrivée de tout ça, il y a effectivement pour les personnes qui le choisissent une soutenance de mémoire qui se fait en visio. Hein, tout est en distanciel. Voilà. Et en sachant qu'il y a des rendez-vous à des dates précises pour des cours qui, eux, se donnent directement en visio également. Tout n'est pas préenregistré. Donc, on est sur un volume d'heures qui est à peu près 120 heures de formation. Mm. Et donc ces formations sont destinées aux thérapeutes, donc, mais aussi aux personnes qui ont une vocation et qui ont déjà fait un certain nombre de démarches en tant qu'accompagnants, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas Oui. seulement destiné à des personnes du corps médical, du moins en tant que tel. Euh, alors, C'est destiné à des personnes qui sont, c'est destiné à des personnes qui sont dans la relation d'aide de manière générale. Là, je vois voilà. dans les DU actuels, il y a des personnes qui sont sur le terrain, sont sur le terrain médical, mais d'autres qui sont sur un terrain paramédical. On a des infirmiers, des infirmières, des ostéos, mais on a aussi des psychologues, des psychothérapeutes, des psychopraticiens, des psychanalystes. Voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par le lien à l'autre et par la tentative de compréhension de comment s'organisent ces liens et surtout en psychopatho, comment ils se désorganisent. C'est ça qui est en jeu. Alors, il y a aussi une personne qui demande, on va devoir limiter les questions à un moment, est-ce que tu as un diplôme de psychanalyse à conseiller quelque part? Alors, Même en dehors de ça. un diplôme de psychanalyse, c'est-à-dire qu'en fait, euh,
en fait, la psychanalyse, il n'y a pas vraiment de diplôme en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a des parcours universitaires qui permettent de saisir ce qu'est la psychanalyse, mais le meilleur parcours psychanalytique, c'est sa propre psychanalyse. Euh, et Freud a beaucoup combattu là-dessus pour que la psychanalyse ne soit pas réservée qu'aux médecins, mais que la psychanalyse, elle soit réservée aux personnes qui ont fait un travail sur eux. Donc, vous pouvez faire toutes les études de psychanalyse que vous voulez avec les meilleurs profs. À un moment donné, il faudra vous y coltiner. Et à un moment donné, il faudra vous allonger sur le divan ou être en lien avec un psychanalyste. Et là, c'est au minimum 5 ans. Donc, on ne peut pas échapper à ça. Un psychanalyste qui n'aurait pas fait de psychanalyse personnelle, ça n'a aucun sens. Donc, le meilleur outil de travail, c'est soi-même, c'est sa propre psyché, c'est son propre inconscient, et c'est ça qui va être la base même de la formation du psychanalyste. Donc, le Alors, diplôme, c'est le travail sur soi. finalement, c'est un peu le travail de tout le monde, travailler sur soi. Euh, une dernière question, parce que Anne semble vraiment très insister sur le fait que je pose sa question. Donc, Anne, évidemment, je vais poser ta question. Elle semble importante. L'hypnose avait posé la question, Anne avait posé la question, l'hypnose est-elle suffisante pour soigner les traumas, mais sans besoin d'avoir recours à une psychanalyse ou une autre thérapie. Donc, c'est une question sur l'hypnose pure, finalement. Donc, je repose la Euh, question, l'hypnose peut-elle soigner le oui, trauma sans avoir besoin d'avoir recours, sans besoin d'avoir recours à une psychanalyse ou à une autre thérapie? c'est-à-dire que si on est sur ce qu'on appelle un trauma simple, éventuellement, l'hypnose peut aider, et principalement l'hypnose ericksonienne. Mais ça va pas être en 2 ou 3 séances, parce que la temporalité du travail autour du trauma, c'est pas le protocole qui le décide, c'est la traversée du patient. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante. Ensuite, sur les traumas complexes, là, moi, je pense qu'il faut être sur une approche multiréférentielle. Parce que le trauma complexe, c'est un enchevêtrement de traumas, et que là, il y a quelque chose où l'hypnose seule, comme la psychanalyse seule et tout ça, ça ne va pas suffire. Euh, il faut vraiment faire un travail qui englobe le corps. Et puis après, tout dépend de quel trauma on parle. Parce que si c'est un trauma, si c'est un psychotraumatisme sexuel, même si c'est un psychotraumatisme sexuel simple, là, il va falloir qu'il y ait du corps, bien entendu. Et je pense que ça peut être intéressant d'associer dans le psychotrauma sexuel simple, d'associer l'hypnose et la sexothérapie. Après, il y a des formes qui sont proches de l'hypnose, comme le MDR, par exemple, qui sont aussi, qui ont aussi une certaine efficacité. Mais à l'heure actuelle, c'est important, la théorie polyvagale, le TRE de Berceli, la somatic experiencing, voilà, toutes ces approches-là sont des approches qui, à mon avis, doivent être présentes dans l'accompagnement du trauma, en plus de l'hypnose, en plus de la psychanalyse. Voilà, n'oublions pas le corps, parce que c'est aussi là que ça se passe, et que parfois, les traumas oubliés par la mémoire ne sont jamais oubliés par le corps. Le corps ne ment jamais. Eh bien, merci à tous. Je suis désolé, il y a encore beaucoup de questions. Nous ne pouvons malheureusement pas prolonger le webinaire parce que nous avons passé l'heure et il faut savoir se montrer raisonnable en tout. Alain, je te remercie 1000 fois pour ce partage fantastique, une fois de plus. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. On se donne rendez-vous. Je veux bien qu'on me rappelle la date, tiens, du prochain, le prochain webinaire dans quelques semaines. Je vais regarder sur mon GSM. J'ai un petit pense-bête ici. Le 2 juillet. Kevin, quel travail formidable tu fais avec nous. Euh, pour le prochain webinaire de Sohail, c'est Audrey Souchet qui sera là ce jour-là et qui viendra nous parler. Je suis en train de regarder. C'est un coffee talk, donc je suis en train de chercher en direct, je suis désolé parce que voilà, qui viendra nous parler de réenchanter l'amour, le couple et la sexualité grâce à la TPV. Save et sexy quand le corps dit oui. Donc je pense que c'est vraiment un sujet intéressant.
Je pense que on aura, tout comme ce soir, beaucoup de participants. Et je vous remercie tous encore une fois d'avoir été présents. Alain, mille merci. On se dit à bientôt. Et je vous souhaite, pour ceux que je Très ne bientôt. reverrai plus, un bel été. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.